commence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence pour tous ceux qui se sont libérés en cette période estivale. Donc, moi, je suis interniste sur Toulouse et j'exerce dans un site un peu particulier. On pourra en reparler tout à l'heure, qui est le site de l'Oncopole. Donc, en guise d'introduction, quelques mots sur notre magnifique spécialité. Pour moi, je dirais qu'elle est avant tout globale, humaine et curieuse. C'est vraiment les trois caractéristiques que j'ai envie de partager dès le début avec vous. Et aussi une particularité aujourd'hui, quand on cherche notamment à trouver sa voie et à se représenter comment pourra être le futur métier que l'on fera en tant que médecin, c'est une discipline qui est très clinique, qui est diagnostique et qui est aussi chargée pas mal d'orientation des patients. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, bien sûr, on est connu pour savoir et être spécialiste des maladies immunologiques, des maladies systémiques, des maladies inflammatoires, des maladies rares, mais aussi des situations complexes. Et je crois qu'on est aussi reconnu pour notre qualité de raisonnement et de grandes connaissances de la médecine au sens très large. Donc, on aura l'occasion d'échanger sur tous ces aspects. Et donc, je laisse la parole à Luc pour présenter quelques points sur la spécialité. Merci beaucoup, Odile. Je vais passer en mode écran plein. Voilà. Aïe. Donc, on est très heureux, Odile et moi-même, de vous accueillir avec de nombreux coordonnateurs et coordonnatrices de médecine interne à travers tout le territoire national et avec aussi de nombreux représentants que vous entendrez tout à l'heure de l'Amicale des jeunes internistes, qui est un groupe très dynamique, qui est le groupe des internes de médecine interne. Et l'objectif en fait de ce webinaire aujourd'hui, c'est avant tout d'échanger avec vous. Donc ma présentation va être courte, de façon à vous donner l'idée de ce que peut être l'internat en médecine interne et immunologie clinique et l'exercice futur de cette spécialité. Alors, on va vous parler un petit peu de la maquette, c'est ce que je vais faire là. Et puis surtout, ensuite, on va donner la parole à différents représentants de différents types euh, d'exercices de la médecine interne, des personnes représentant les internes, les chefs de clinique, praticiens hospitaliers et puis des enseignants de médecine interne. Et puis on abordera ensuite certains aspects et surtout on donnera la parole à l'amicale des jeunes internistes qui a actuellement des démarches très, on va dire, dynamiques pour mieux faire connaître notre spécialité. Ce qui est important, c'est que la médecine interne se situe en fait à la jonction finalement des différentes spécialités. On est sollicité soit en soins primaires par des médecins généralistes, soit à l'hôpital ou en ville par des collègues d'autres spécialités, voire de plus en plus de surspécialités. Et on est également beaucoup sollicité et on interagit beaucoup avec les psychiatres. Et ça concerne principalement les pathologies fréquentes, ce qu'on appelle la polypathologie. Et puis, on est également sollicité par finalement nos collègues aux urgences de l'hôpital qui nous confient des patients. Et ces patients, en fait, vont avoir éventuellement des maladies fréquentes et vont être hospitalisés de façon non programmée dans nos services, mais peuvent aussi être atteints de maladies rares. Et ce qui va être compliqué chez nous, c'est en fait d'arriver d'un côté à prendre en charge globalement le patient tout en étant sûr de ne pas passer à côté d'une maladie rare, mais pas non plus
tout ce qui brille n'est pas de l'or et ne pas diagnostiquer des maladies rares qui n'existent pas. Donc, le métier d'interniste, c'est un métier qui peut être vécu par certains comme un peu inconfortable parce qu'on est toujours un peu challengé, remis en cause, mais qui est quelque chose d'absolument passionnant pour ceux qui l'exercent au quotidien. Alors, on s'est posé la question, bien sûr, depuis des années de ce qu'est la médecine interne, et on a eu l'occasion de l'évoquer de nouveau en septembre 2023, quand on a mis en place les États généraux de la médecine interne, où étaient présents 150 représentants de notre spécialité de tous les âges. Et en gros, la médecine interne, c'est une spécialité de prise en charge globale du patient et qui est finalement différente des autres spécialités d'organes qui se focalisent sur un organe. Et si on est provocateur, c'est une spécialité de la non-spécialité d'organes. Et ça vient en fait de l'allemand Inneren Medizin, qui veut dire en fait une médecine de l'intérieur par une compréhension physiopathologique. Et globalement, bah, c'est une médecine globale de l'adulte qui correspond en fait à deux volets d'exercice, une médecine non programmée d'aval d'urgence et puis une médecine plus spécialisée de patients adressés le plus souvent en consultation pour des suspicions de maladies rares qui sont des maladies systémiques, auto-immunes, auto-inflammatoires. Et de nombreux services de médecine interne coordonnent des centres de référence de compétences maladies rares dans un plan maladies rares qui existe en France depuis maintenant 20 ans. Et donc, ces internistes que nous sommes, on est très attachés à la double valence. Une première spécificité qui est la prise en charge des patients dans leur ensemble atteints de polypathologie et dans le contexte d'une hospitalisation non programmée. Et puis, ces patients atteints de maladies rares, on a la réputation d'être des gens qui réfléchissons, même si on on n'aime pas non plus être traité trop d'intellectuel, même s'il y a un exercice intellectuel qui est très intéressant dans la médecine interne. On prend en charge toutes les dimensions du patient et c'est clairement une spécialité très humaniste, holistique. Et en fait, on est formé de par notre maquette qui est très libre, on va voir de nombreux stages libres. On est formé à s'être confronté à différentes spécialités qui nous permettent ensuite d'aborder le patient polypathologique. On passe en médecine intensive réanimation. On a une activité de transfert des patients en réanimation et de prise en charge du malade aigu. Et donc, c'est une spécialité assez complète. Et en fonction des services où vous passerez, vous verrez que certains services exercent beaucoup plus dans le domaine des situations fréquentes aiguës relevant de soins non programmés, alors que d'autres services sont beaucoup plus spécialisés dans la prise en charge des maladies systémiques avec un centre de référence et moins de lits d'aval d'urgence. Et donc ce curseur gris, il peut bouger d'un côté et de l'autre, mais finalement tout ça correspond à une même spécialité. Et ce qui est important, c'est que dans les perspectives de la médecine interne, eh bien, c'est vraiment à une époque où on s'hyper spécialise, c'est être capable de prendre en charge globalement le patient euh, avec finalement un grand nombre de lits et une prise en charge non programmée dans des spécialités proches de la nôtre. Il y a beaucoup moins de lits et nos collègues n'ont plus la même capacité de prendre en charge les patients de façon non programmée. C'est une grosse activité de recherche translationnelle, surtout sur les maladies rares, mais avec le souhait de développer la recherche sur les maladies fréquentes. Et puis un rôle important dans l'enseignement au lit du patient, de la sémiologie, et puis l'enseignement en stage, la prise en charge des patients, et puis le rôle important dans la mise en place des échos dans le cadre de la réforme du second cycle des études médicales. Et c'est pas Odile Rosy qui a été doyen de la faculté de médecine de Toulouse et qui est actuellement présidente de l'université qui, je pense, va me contredire. Et voilà, j'en ai bientôt fini. La maquette du DES de médecine interne et immunologie clinique, qui est un co-DES avec les maladies infectieuses et tropicales et l'allergologie, comporte une phase socle avec un stage de médecine interne et immunologie clinique et un stage hors spécialité qui est obligatoirement en maladies infectieuses et tropicales. L'étudiant passe ensuite en phase d'approfondissement
et il aura un stage de médecine interne, un stage hors spécialité en médecine intensive réanimation et 4 stages libres. Et puis, il va passer sa thèse de médecine et pouvoir accéder à la phase de consolidation où il prend le titre de docteur junior avec obligation de passer 2 fois 6 mois en médecine interne et immunologie clinique. Et élément important, au moins 2 stages doivent être effectués dans des services non universitaires. C'est une obligation que donne la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS et le ministère de la Santé. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails de ces maquettes et accès à des formations spécialisées transversales qui, dans notre spécialité, ne sont pas très courues, il faut le dire. Et puis, ce qui est possible dans le DES de médecine interne et immunologie clinique, bien sûr, c'est faire une EFST, faire des stages hors filière. On peut aller en anapath, on peut aller en biologie, en pédiatrie, en imagerie et radiologie, en santé publique, en psychiatrie. On peut faire des stages interchus, et ça, je vous y encourage, qui peuvent être en province pour les Parisiens. Cette diapo est faite avant tout pour les Parisiens, mais ça peut être à Paris pour ceux qui sont en région. Ça peut être surtout des stages outre-mer, très formateurs, voire même à l'étranger. Et puis globalement, avec l'aide de votre coordonnateur, vous pouvez faire à peu près ce que vous souhaitez. Ce qui est important, c'est de bien discuter avec votre coordonnateur, coordonnatrice, de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible dans le cadre de votre maquette. Voilà. Je pense que j'en ai fini et je vais laisser la parole à Odile Rosy pour continuer à modérer cette séance. Merci beaucoup, Luc, pour ce panorama large de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre et faire. Et comme tu le disais, je crois qu'un mot aussi qui revient sur les bouches souvent lorsqu'on échange, c'est que c'est une spécialité passionnante parce que aucun malade ne ressemble à un autre et qu'on n'a vraiment aucune difficulté à avoir en permanence une ouverture d'esprit et aussi une mobilisation voilà, de notre intellectuel pour chercher et trouver des solutions. Donc peut-être on peut faire un tour au niveau des différentes, des différents coordonnateurs qui sont présents et puis ensuite laisser la parole à l'AJ aussi. Donc pour les coordonnateurs, je vois qu'il y a Limoges avec Kim. Je fais pas ordre dans mon écran, hein. Excusez-moi. Est-ce que Kim, tu veux nous parler un peu de ton Oui, ressenti? oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Écoutez, à Limoges, on reçoit 3 internes tous les ans de médecine interne. On a un service, on a 2 services, enfin deux grosses unités, une unité de médecine interne pure et une unité de post-porte. La médecine interne, il y a 23 lits, le post-porte, il y a 20 lits. Donc, en CODES, on reçoit évidemment l'interne de maladies infectieuses et l'interne de médecine interne qui ils vont souvent au départ en post-porte et après ils viennent en médecine interne. Alors, la partie, bon, après, un service classique avec une HDS, une SPI conventionnelle, une SPI de jour. Par rapport à ce que disaient Luc et Odile, je pense qu'on a la chance en province et dans les petits CHU d'avoir euh, peut-être pas une surspécialisation, mais on est un hôpital régional comme plein d'autres petits hôpitaux régionaux qui vont prendre en charge la médecine interne dans son entièreté presque, dans le sens où on n'a pas la- l'expertise d'avoir beaucoup de malades dans une seule pathologie, mais on va avoir toutes les pathologies de médecine interne qui vont être présentes dans le service. Et comme dans d'autres, je pense, petits CHU, on va pallier à, à d'autres spécialités qui ne vont pas aller jusqu'au bout dans leur spécialité, notamment sur le plan immunologique, c'est-à-dire en pneumologie, je vois pas mal de sarcoïdose, le lupus, la sclérodermie, on en voit plus, je pense, qu'en dermato. On suit beaucoup plus de lupus systémique que le néphro, etc. C'est-à-dire que chaque spécialité d'organe qui n'assume pas jusqu'au bout, en fait, euh, sa pathologie immunologique, ces malades-là viennent en médecine interne. Donc, on a un recrutement assez large.
tant sur le plan du polymorphisme des pathologies, mais aussi sur le plan régional, parce qu'on va recruter chez Châteauroux, enfin bref, l'Indre, enfin la Charente. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de malades différents, on voit aussi des maladies de surcharge. Enfin bon, il y a de quoi faire, même si on a une surspécialisation plutôt dans la vascularité des gros vaisseaux. Bon, on fait aussi d'autres pathologies, des connectivites simples. Donc, les trois internes euh, il y en a quelques-uns qui ont changé de spécialité parce qu'ils se voyaient plus hématologues, etc. Mais donc, on a un pool d'internes qui est assez motivé. On a un chef, on va dire, on a désigné un responsable des internes de Limoges qui va vous accueillir sans problème. Et puis nous, on fait attention au suivi de ce que les internes veulent. C'est-à-dire que moi, je les rencontre au moins une fois par an pour savoir ce qu'ils veulent, discuter de la thèse très, très rapidement en fin de première année. Et puis discuter, comme le dit Luc, des différentes possibilités de faire des interchus. Je pense que c'est extrêmement intéressant de voir comment travaillent les autres, que ce soit dans des grands centres ou même en hôpital périphérique. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus à Limoges. Il fait super beau en ce moment, il fait chaud, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on a de très nombreuses collaborations avec les spécialités comme la dermatologie, tu l'as cité, la pneumologie, la néphrologie, et que c'est vrai que ces collaborations peuvent aussi être un peu variables et les organisations en fonction des régions et de la taille des hôpitaux dans lesquels on exerce. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que le tour de table est intéressant pour que chacun puisse un peu donner la façon dont cela est fait. Ce que je vous propose, ce qui est plus simple pour moi, c'est de faire dans l'ordre où vous apparaissez à l'écran. Et comme ça mélangera un peu Juste entre pour les terminer, coordonnateurs. évidemment, on a Pardon. aussi une collaboration en recherche fondamentale avec une unité INSERM. Enfin, on arrive à peu près à faire les trois casquettes d'un CHU, c'est-à-dire toute la clinique, l'enseignement où je suis extrêmement engagé dans la sémiologie. Et je pense que, comme le dit Luc, la place de la médecine interne dans la sémiologie, dans l'apprentissage, l'enseignement de la sémiologie est majeure. Et évidemment, dans la recherche fondamentale et clinique. Voilà. On peut tout faire ici. Oui, merci beaucoup, Kim. Donc, on va continuer le tour d'écran. On va passer à Luc Mouton, là, peut-être sous la casquette d'ancien coordonnateur au niveau de Paris, parce que Fleur Cohen s'est excusée, elle ne pouvait pas être avec nous à cette heure-ci. Donc, peut-être un Oui. mot sur... Fleur avait un conflit d'agenda. Moi, je vais peu parler parce que j'ai déjà pris la parole. L'Île-de-France est très attractive de par le nombre de services de médecine interne, mais aussi le nombre de services de spécialité et les possibilités importantes qu'il y a de faire un Master 2 ou une thèse pour ceux qui le souhaitent, même si le Master 2, la thèse ne sont pas absolument pas obligatoires, et y compris le Master 2 n'est absolument pas obligatoire dans la maquette hein, du DES de médecine interne. L'Île-de-France, elle a l'inconvénient voilà, du temps de transport, éventuellement de stages qui peuvent être un peu éloignés de votre domicile, mais elle a beaucoup d'avantages et parmi ces avantages, c'est l'offre de formation qui est, je crois, absolument exceptionnelle. Donc, moi, j'ai été coordonnateur pendant 10 ans, je ne le suis plus depuis novembre dernier. C'est Fleur Cohen qui exerce ce rôle de façon très efficace et qui sera très heureuse de vous accueillir en Île-de-France si vous choisissez la médecine interne en Île-de-France. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une offre de stage en Île-de-France qui est très riche, et notamment avec des stages en centre hospitalier universitaire, mais aussi beaucoup de stages en centre hospitalier non universitaire, et en particulier en phase socle. Et je vais laisser la parole aux autres parce que c'est important que chacun, chacune puisse prendre la parole. Donc, je te remercie, Odile. Donc, dans l'ordre, on va faire avec Kevin Chevalier maintenant. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis pas coordinateur. Moi, je suis président de l'amitié de jeunes internistes. Je suis un vieil interne parce que je suis en fin de docteur junior. Et je vais pas parler de ville, moi, je vais parler de la spécialité plutôt. Parce que je suppose que vous êtes là pour des infos sur la spécialité avant de vouloir choisir une ville.
Alors, la médecine interne, qu'est-ce que c'est au quotidien et pourquoi est-ce qu'on prend la médecine interne et qu'est-ce qu'on y fait? La médecine interne, c'est une spécialité qui ne se définit pas. Qui se définit pas parce qu'en fait, on fait littéralement de tout. On fait de l'atteinte d'organes, de l'atteinte systémique, on fait de l'atteinte fonctionnelle. On voit des patients d'origines diverses, de maladies diverses, et une des premières choses qui est extrêmement attirant, il faut venir en médecine interne, c'est quand vous êtes en salle et vous avez à votre charge 8 patients, et ben vous avez 8 patients totalement différents en âge, en sexe, en ethnie, en maladie, en pathologie, en diagnostic. Certains viennent pour des traitements, d'autres parce qu'on trouve qu'on ne sait pas ce qu'ils ont, et d'autres parce qu'ils arrivent des urgences et parce qu'ils ont besoin d'avoir une prise en charge derrière les urgences. Donc le recrutement est extrêmement riche. Et on regarde notre recrutement extrêmement riche, la formation est extrêmement riche. Elle est riche parce que la maquette que vous avez vue, que vous a présentée Luc, permet d'avoir un nombre considérable de stages libres en dehors de la médecine interne. C'est-à-dire que sur 10 semestres, vous avez 6 semestres qui se font dans d'autres spécialités et donc 4 que vous choisissez. C'est-à-dire que vous pouvez colorer la maquette, votre formation comme vous le désirez. Vous aimez les hématos? Passez en hémato. Vous aimez la neuro? Passez en neuro. Vous n'aimez pas dermato? Vous passez pas en dermato. Et de cette formation qui est extrêmement riche, découle un savoir qui est extrêmement riche. L'interniste, c'est faire un peu tout partout. Alors oui, on ne sait pas gérer un problème cardiaque comme un cardiologue, on ne sait pas gérer un asthme en troisième ligne comme un pneumologue, mais on sait gérer énormément de choses. Et cette pluralité, cette richesse, elle est hyper importante au quotidien. Au-delà d'avoir un peu ce côté couteau suisse à l'hôpital, on a aussi un rôle central parce que qui dit couteau suisse dit qu'on va être en interaction avec beaucoup de spécialités. Et notre interaction avec les collègues, c'est extrêmement riche au quotidien. Parce qu'on apprend des collègues, les collègues apprennent de vous, il y a des staffs communs, il y a des choses communes, et on est vraiment au centre de la prise en charge de beaucoup de patients. Et comme le disait le professeur Kinley, on va être aussi sollicité pour prendre en charge des patients de nos collègues qui ont des maladies systémiques et qui ont des atteintes qui dépassent leur atteinte d'organes. En plus de ça, il y a un patient qui est extrêmement intéressant à mon sens, qui est celui des maladies rares et des diagnostics. Vous allez être challengé, sollicité sur des patients dont le diagnostic n'est pas posé. Et quand on ne pose pas un diagnostic, on a des difficultés à poser un traitement. Et avoir ce rôle d'arriver et de parfois trouver, bon, pas toujours, mais de parfois trouver la solution et proposer un traitement à un patient qui va mieux sa qualité de vie, c'est extrêmement riche au quotidien, intellectuellement bien sûr, mais humainement aussi. Et enfin, la médecine interne, c'est aussi une spécialité humaine avec le patient. Et qui dit humaine dit que on est proche du patient et qu'on examine le patient, on interroge le patient. C'est la spécialité interrogatoire, c'est la spécialité de la sémiologie. Et quand on arrive interne, on croit qu'on connaît plein de signaux qu'on était externe, et en fait, on connaît rien et on rapprend tout. Et là, encore une fois, c'est d'une richesse inouïe. Et c'est au lit du malade, avec le malade qu'on fait le diagnostic, c'est avec le malade qu'on avance et qu'on progresse, c'est avec le malade qu'on apprend. Au-delà de ce côté médical et clinique, la recherche en médecine interne est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'elle existe dans énormément de domaines. En immunologie, bien sûr, mais en épidémiologie, en éthique, en philosophie, en plein de domaines différents. Et avoir comme ça sa spécialité qui est multivalente, polyvalente, permet d'avoir une recherche qui a cette image. Et enfin, cette spécialité qui permet aussi d'aller explorer, d'aller creuser, d'aller approfondir un domaine qui vous ferait plus plaisir. Par exemple, l'immunohématologie, la médecine interne et la neurologie, l'atteinte dermatologique des maladies de système, etc. Et donc d'avoir en plus un grade supplémentaire, une petite surspécialisation dans une médecine qui est extrêmement large et variée. Donc, une spécialité extrêmement complète et extrêmement intéressante. Et je pense qu'il y aura un temps de questions après et on y répondra. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'Amicale des jeunes internistes pour des internes au bout du téléphone ou au bout du mail. Et on va vous mettre le mail dans le chat tout de suite. Merci beaucoup, Kevin. Et d'ailleurs, on peut en profiter pour parler de vos créations là, sur YouTube et peut-être mettre aussi les liens pour qu'on puisse voir à la fois un diaporama où vous parlez de la médecine interne et de ses débouchés, de ses modes d'exercice, et puis aussi les témoignages des internes qui sont Peut-être intéressants. peut-être Chloé, qui a beaucoup œuvré pour la mise en place de ces documents, peut en parler un petit peu. Tout à fait. Chloé. Et après, on reviendra à Oriane, hein, parce que sinon, on ne fait pas dans l'ordre.
Bonjour, moi je suis interne en médecine interne, donc en sixième semestre. Avec Oriane, en effet, on a fait le projet depuis quelques mois de faire une série de vidéos à viser des externes, mais pas que, aussi des nouveaux internes de médecine interne pour leur expliquer un petit peu tout ce qui existe dans la spécialité. Donc les choses assez classiques. La première vidéo qu'on a fait, là, c'est sur pourquoi on a choisi la spécialité. Donc elle est déjà disponible, je vous mettrai le lien après. Mais on compte en faire aussi sur comment pratiquer sur le plan hospitalo-universitaire, comment pratiquer la médecine interne dans les CHG, la pratique libérale, la recherche en médecine interne, comment peuvent se faire les stages à l'étranger. Enfin, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les mois qui viennent. Et donc, je pense que ce sera un moyen aussi pour les externes et les internes de découvrir notre médecine interne différemment. On essaye de faire quelque chose d'assez dynamique pour que les gens puissent se rendre compte que la médecine interne, c'est pas juste une spécialité où on lit dans les vieux bouquins et où on travaille 22 heures sur 24. Il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent à avoir des projets en dehors de l'hôpital et à faire des choses très sympas. Oriane va enchaîner. Bonjour, du coup, moi, je m'appelle Lauriane. Comme Chloé, je suis en sixième semestre d'internat, mais actuellement, je fais une mise en disponibilité, c'est-à-dire que je fais une pause de 6 mois pendant mon internat parce que je suis à Madrid pour faire 4 mois de stage dans une équipe mobile d'échographie. Moi, je m'occupe beaucoup des relations internationales parce que la médecine interne, c'est une spécialité, en fait, qui est très répandu à travers le monde avec vraiment beaucoup de points communs, mais aussi des différences très françaises, notamment parce qu'en France, on s'occupe de la médecine du coup polyvalente, mais aussi de la médecine interne, donc des maladies rares, auto-inflammatoires, qui sont plutôt laissées à d'autres spécialités dans les autres pays. Donc c'est une particularité française qui fait à la fois toute la richesse et la complexité de cette spécialité. Et comme on l'a dit tous, c'est une spécialité qui permet une diversité et une liberté, que ce soit sur l'étendue des connaissances médicales, l'étendue des prises en charge, mais aussi en fait l'étendue des possibilités professionnelles dans un monde où il y a toujours de nouvelles choses à découvrir avec des nouveaux traitements, des nouvelles maladies. Et donc la médecine interne, pour moi, c'est une spécialité d'avenir qui a plein d'efforts, qui est en plein essor et qui va continuer de l'être dans un monde où on se surspécialise, mais qui a besoin justement de prendre aussi du recul pour avoir une vision d'ensemble. Et je pense que l'interniste répond à toutes ces questions. Et donc, on va essayer de vous transmettre un petit peu toutes les informations sur cette diversité d'exercices avec Chloé au travers de ces vidéos. Merci beaucoup. En effet, elles sont très, très sympas et très dynamiques, vos vidéos, et ça représente bien, enfin, ça permet de bien se représenter tout ce qu'on fait. Ensuite, si je reprends mon ordre d'écran, c'est Michael Martin qui a la parole. Oui, bonjour à tous. Moi, je ne pourrais pas dire mieux que mes collègues à l'instant, nos internes, qui ont très très bien décrit la médecine interne. Donc, moi, je suis coordinateur à Poitiers. Donc, c'est un petit peu, je vais faire rapidos, hein, mais effectivement, c'est un peu comme Kimli à Limoges. On a un peu le même profil de recrutement. On a 4 internes, nous, tous les ans, avec voilà, c'est plutôt un service de médecine post-urgence. Clairement, le recrutement, c'est largement plus de 50 à 60%. Mais voilà, on fait de tout. Il y a un hôpital de jour qui est très, 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 très dynamique. Les hôpitaux périphériques, voilà, sont assez sympas aussi, hein, avec des équipes jeunes. Un très beau recrutement aussi, hein, sur Angoulême, La Rochelle, Niort, Rochefort notamment. Donc voilà, nous, c'est avec un grand, grand plaisir qu'on pourrait vous accueillir. On a aussi bien sûr une triple casquette, pareil, hein, sur l'équipe INSERM plutôt immuno. On a aussi de la biostat, d'immunoclinique. Voilà, c'est principalement ça sur Poitiers, avec une petite valence sur les thérapies cellulaires aussi. Donc si l'autogreffe vous intéresse ou les thérapies cellulaires, on développe ça aussi avec nos collègues. Donc voilà, je ne veux pas me répéter avec les autres, mais j'ai rejoint totalement mes collègues. Merci beaucoup. On continue notre tour de France avec Nicolas Schenlitz. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour à tous les collègues. Écoutez, moi non plus, je vais pas répéter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et passionnantes. Moi, si j'avais à rechoisir une spécialité, bien sûr, je choisirais la médecine interne. C'est vraiment une spécialité qui est très, très riche et très proche du patient.
Nous, à Marseille, les petites particularités, c'est qu'on a la mer et qu'elle est souvent chaude. Ce ne sont pas les seuls. On a la montagne pas loin aussi. Alors, juste un point pour les débouchés aussi pour les internes, c'est qu'il y a des postes de CCA. Alors, nous, on a entre 4 et 5 internes DES chaque année et qu'on a aussi pas mal d'internes qui font des ASTP. Donc, c'est une autre possibilité et c'est parce qu'on a des liens aussi étroits comme d'autres services avec les services dits d'hôpitaux de proximité, que ce soit alors Marseille, c'est soit au-delà de la mer, c'est en Corse, et sinon, c'est plus proche de la montagne. Et donc, il y a toutes ces possibilités. On a un CHU où il y a plusieurs services de médecine interne. Alors, je ne suis pas coordonnateur, c'est Gilles Kaplanski, mais qui, je pense, n'a pas pu être là à la réunion aujourd'hui. Et donc, il y a aussi dans un CHU et dans une région qui est moins grande que l'Île-de-France, de nombreuses possibilités de choix dans la spécialité et hors spécialité. Je voudrais juste aussi dire un point, parce qu'on est là plusieurs dans le cadre de ce webinaire, c'est que je trouve qu'un des points forts de la médecine interne comme spécialité, c'est que c'est une spécialité qui fonctionne très bien en réseau national. On a une société qui est la SNFMI, qui organise 2 congrès par an, qui sont très intéressants, bien suivis par les internes. Et en gros, quand il y en a un de nous qui a un projet de recherche clinique translationnelle, eh bien, en général, tout le monde participe et je trouve que c'est vraiment un point fort de notre spécialité et qui donne aussi envie de continuer à travailler dans cette spécialité. Voilà, après, je laisse la parole aux Mais autres. juste, Nicolas, tu as parlé d'ASTP, tu peux dire que c'est des postes d'assistants partagés, c'est ça, hein? Voilà, ce sont les postes Ouais. d'assistants à temps partagé. C'est vrai qu'il y a plus d'internes, il n'y a pas d'augmentation du nombre de postes de chefs de clinique, assistants des hôpitaux, mais il y a cette possibilité qui est actuellement donnée sur des postes qui sont financés par les ARS à 80% et qui sont 2 années de clinica finalement, mais à temps partagé entre un service recruteur qui est en général un service de CHU et un service de médecine interne qui est un service de centre hospitalier de proximité, avec souvent d'ailleurs enfin, l'engagement, c'est d'être recruté comme praticien hospitalier dans ces services, qui sont des services souvent très appréciés des internes. On est triste d'ailleurs de les perdre, hein, mais c'est des centres hospitaliers de proximité où il y a souvent de jeunes équipes qui fonctionnent très bien. Merci beaucoup. Tu nous tends la perche aussi en parlant du réseau national et c'est vrai qu'il y a aussi des formations nationales sous la forme de séminaires qu'on essaie de faire 4 à 5 fois par an et qui complètent la formation que vous pouvez recevoir les internes au niveau régional. Donc, je laisse la parole maintenant au point de vue d'un chef de clinique qui est Benjamin Taureau. Bonjour. Donc moi, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Point de vue des chefs de clinique, je pense que finalement, effectivement, la spécialité, elle remplit pleinement ses objectifs. Je pense qu'on choisit vraiment cette spécialité pour la curiosité et très clairement, le clinicat de médecine interne après l'internat, il répond pleinement à ces objectifs. On a effectivement une activité qui est très variée avec de l'hospitalisation complète, de l'hospitalisation programmée, avec effectivement des phénotypes de patients qui sont pas les mêmes. Et puis, je pense que par rapport à l'internat, alors c'est moins vrai avec la position de docteur junior, on a l'activité de consultation qui est effectivement pas vue dans le début de l'internat et qui est extrêmement enrichissante avec un profil de patient qui est extrêmement différent de l'hospitalisation, des thématiques et des questions qui sont bien spécifiques. Euh, Après, j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de médecine interne que d'internistes. On choisit un petit peu l'activité qu'on veut avoir en fonction de ses valences et de ce qui nous intéresse le plus. À titre personnel, moi, j'ai fait un internat de médecine interne à Tours. J'ai fini mon internat et j'ai fait mon clinica à Cochin avec un desk d'immunologie clinique et puis une thèse d'immunologie avec Luc Mouton. Et je reviens à Tours sur un poste de praticien hospitalier. C'était ce qui était prévu. Et donc, on a vraiment une activité qui est variée et on fait l'activité qu'on veut et on fera l'activité qu'on veut.
avec une activité, comme il a été dit, polyvalente sur des malades polypathologiques, ce qui nous amène finalement à être, je trouve, assez central dans l'hôpital avec un recours pour les hématologues, les réanimateurs, les urgentistes et un certain nombre d'autres spécialités, les médecins généralistes aussi. Et puis des thématiques d'expertise finalement qui sont spécifiques à chaque praticien. Il y a effectivement, je pense, par rapport à d'autres spécialités, une vraie valence de recherche. Et cette valence de recherche, elle peut être effectivement fondamentale, translationnelle ou de plus en plus sur du soin courant. L'enseignement, on est effectivement assez central pour ce qui est sémiologie et immunopathologie du fait de notre formation. Et puis, je pense que c'est une spécialité qui est quand même en mutation. On voit qu'il y a plus de 50% des praticiens qui ont moins de 50 ans, ou 55 ans, de ce que j'ai vu dans le topo de l'AJ. Et du coup, il y a quand même une mutation de la spécialité en termes d'activité, en termes d'organisation de soins, d'organisation personnelle. Et puis, on voit aussi quand même une mutation vers la ville, vers les activités vers la ville, avec des praticiens qui s'installent quand même soit dans le privé ou dans des structures mixtes. Et donc, on peut quand même élargir la palette par rapport à précédemment. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le clinica. Merci beaucoup pour rebondir. C'est vrai que quant à l'exercice en privé, nous sur Toulouse, ce qui n'était pas le cas auparavant, on a 2 cliniques qui ont embauché des internistes, et ce qui n'était pas du tout habituel, mais qui, du fait aussi de ce dont on parlait de l'évolution des spécialités et des surspécialités aussi, permet à notre médecine interne de pouvoir exercer une médecine globale dans des structures qui sont aussi des structures privées à ce jour. Donc, on continue notre tour de France avec Alexandra Audemars. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis coordinatrice du DES de médecine interne à Tours. Et bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si on veut essayer un peu de compléter, je pense que c'est une des spécialités qui est fait pour les curieux, qui est fait pour les gens qui n'aiment pas la monotonie. C'est-à-dire qu'en ayant passé plusieurs années à l'hôpital, on arrive toujours à s'enthousiasmer de prendre en charge un patient, de l'aider dans sa globalité. Et puis, ce qui est hyper sympa, c'est de passer d'un patient voilà, qui vient des urgences, qui a chuté, pour lequel on a quand même pas mal de choses à faire pour l'aider, et de passer 5 minutes après dans la chambre d'à côté avec un patient qui a une maladie auto-inflammatoire monogénique hyper rare, qui vient d'être décrite, pour lequel on discute avec des collègues en France de comment traiter. C'est une spécialité qui est en évolution, enfin, vraiment qui est passionnante. Et je trouve que moi, à titre personnel, je pense que si j'avais fait une spécialité d'organes, au bout d'un moment, je me serais un peu lassée, etc. Et là, c'est vraiment pas le cas. Et je pense que ce ne sera pas le cas jusqu'à ma retraite. On travaille en groupe aussi, on travaille beaucoup en collaboration. La recherche prend une place, même si c'est pas obligé de faire de la recherche, hein. Mais disons que comme on travaille sur des maladies rares, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et ben, c'est hyper enthousiasmant. On travaille, on vous l'a dit, en réseau au niveau français, mais aussi au niveau international. Moi, pour vous donner juste un petit exemple, je reviens de 2 mois. J'ai passé 2 mois à Cambridge, en Angleterre, dans un service hyper spécialisé dans la vascularite. Bah, j'ai appris plein de trucs. J'ai développé des collaborations avec cette équipe-là. Voilà, c'est fait pour aussi, on est parfois amené à décider, à prendre des décisions chez des patients qui n'ont pas de diagnostic. Et ça, je trouve que alors au début, ça peut faire un peu peur, mais quand on a un peu plus l'habitude, c'est très satisfaisant de pouvoir aider un patient, même s'il rentre pas dans une case de maladie. Voilà. Donc non, je vous engage vraiment à faire médecine interne, et par rapport et l'internat est tout à l'image de notre spécialité passionnant, où vous allez passer 6 mois en hématologie, après 6 mois en néphrologie. Voilà, c'est pareil, on s'ennuie jamais, quoi. On s'ennuie jamais. Donc je pense que c'est fait pour les gens curieux et les gens qui aiment bien se passionner, voilà, pour quelque chose. Et puis pour la qualité de vie, je pense qu'il faut pas se soucier. Nos internes, ils partent comme partout en France maintenant à 18h30. Moi-même, je vais vous laisser parce que je vais partir jouer au tennis. Donc, je pense qu'il ne faut pas
c'est pas, voilà, on travaille autant que les autres spécialités et on maintient nos vies de famille. Moi, j'ai 2 enfants, des amis, des activités, des loisirs. Voilà. Donc voilà, on sera ravis de vous accueillir à Tours ou ailleurs. Mais vraiment, je pense que si vous reconnaissez dans cette description voilà, de quelqu'un qui aime faire un peu tout, polyvalent, curieux, un peu passionné, je pense que cette spécialité est faite pour vous. Voilà, bon choix en tout cas et je vous dis à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Ludovic Tréfond. Eh bien, bonjour, moi je vais parler un peu de Clermont-Ferrand, donc du centre de la France, un mot un peu aussi sur les CHU de province. Je pense qu'effectivement, pour avoir fait un passage à Paris plusieurs fois, l'activité de province, elle est vraiment différente. Nous, on draine un territoire assez large. Pour vous donner une idée, de la Nièvre jusqu'à la Lozère en bas, un petit peu aussi la Creuse entre Limoges et nous, c'est assez large. Du coup, beaucoup de malades, pour ça qu'on a eu le centre de référence là sur la nouvelle labellisation. Et donc, on fait, même en CHU de province, de la maladie immunologique, de la vascularite, des connectivites. Et donc, voilà, mais on n'est pas spécialisé dans une maladie, comme c'est déjà dit. Donc, c'est aussi la richesse des hôpitaux, enfin des CHU de province. Donc, vous ferez toutes les maladies de médecine interne. Bon, on a déjà parlé du côté transversal. Moi, je voulais reparler du côté liberté. C'est-à-dire que vous voulez faire beaucoup de cliniques, et ben, vous pouvez en faire. Vous voulez faire de la clinique, de l'enseignement, de la recherche, vous pouvez en faire. Vous pouvez en faire toute votre vie si vous voulez faire de l'universitaire. Vous pouvez en faire un peu si vous faites un clinica. Voilà, on est assez libre et vous pouvez construire comme vous voulez un petit peu votre maquette. Nous, à Clermont, il y a 5 internes. Voilà, on vous accueillera avec grand plaisir. Je voulais juste rajouter un mot. Pour moi, un des arguments aussi, peut-être a posteriori, de choisir la médecine interne, c'est le suivi des malades. C'est-à-dire qu'on a des relations, on fait le diagnostic, c'est déjà incroyable, et après on peut suivre nos malades pendant plusieurs années, on les revoit, on continue, c'est des relations très sympas. Donc il y a aussi ce côté relation avec les malades qui est super important. Voilà, vous pouvez me contacter avec grand plaisir pour en discuter et discuter de la médecine interne en Auvergne. Merci beaucoup. Alors, il y avait Nadine, mais je crois elle nous a quittés. Et ça va être au tour de Grégory Punier. Bonjour à tous. Donc Grégory Punier, moi je suis interniste à Toulouse et coordinateur du DES. Je ne vais pas revenir sur la spécialité globale et la curiosité qui a bien été décrite juste avant et je me concentre rapidement sur la présentation toulousaine. Donc on est en Occitanie ouest, il fait beau, on joue très bien au rugby et les Pyrénées sont pas très loin. L'organisation sur le CHU, c'est 3 services de médecine interne avec 22 lits à peu près dans chaque service de médecine interne où on voit de la médecine interne, du post-urgence et quelques spécialités et spécificités, puisqu'un service qui est plutôt orienté immuno-hémato, un autre qui est orienté immunosystémique et également hépatogastroentérologie et complications des immunothérapies anticancéreuses, un autre qui est plus médecine orientée rhumatologie. Donc, dans les services de médecine interne, il y a ces différentes facettes. Il y a 3 postes de clinica dans chacun de ces services en post-internat et on reçoit un flux de 4 internes par an. Il y a de la place après dans les hôpitaux périphériques qui ont chacun des services de médecine interne et avec un turnover et des départs à la retraite qui sont prévus ou actés. Donc, il y a beaucoup de débouchés. Comme l'a dit Odile, il y a 2 cliniques sur la ville qui ont des services de médecine interne et qui actuellement ne recrutent pas, mais à moyen terme, ça sera le cas. Sur le versant recherche, on a de la recherche pour des masters 2 ou des thèses en immunologie, en pharmacoépidémiologie, en recherche clinique. Donc, on a une palette qui reste assez large. Voilà ce que je peux vous dire sur la vie toulousaine interniste. Et on vous accueillera avec grand plaisir dans nos différents services quand vous aurez choisi votre spécialité. Merci beaucoup. Alors, j'ai repéré aussi Amélie Serveta. Peut-être je te laisse la parole.
Alors, je vais essayer de mettre Amélie qui ma machine représente à ma caméra. également Bonjour. le Collège des Donc, moi, enseignants d'immunologie. euh, donc, je suis à Reims, effectivement, avec un DES de médecine interne et je suis au CNU d'immunoclinique. Et donc, je dirige le DES à Reims et le service de médecine interne qui est aussi couplé au service de maladies infectieuses. C'est une petite particularité de Reims où on a un très grand service avec à la fois des lits infectieux qui sont gérés par des infectiologues, mais on a une grande proximité avec eux. Et on fait des staffs communs, donc c'est une grande richesse. Et puis des services de médecine interne immunoclinique. Et on a 3 salles de médecine interne et d'immunoclinique. Et en fait, on mélange dans ces salles des patients d'immunologie clinique, d'hématologie, d'infectieux et de médecine polyvalente. Et donc, je pense que les internes sont très contents de passer parce que c'est très riche au niveau de la formation. Et puis, c'est quand même sympa d'échanger avec des collègues de spécialités proches, qui ont une approche globale du malade, mais avec des compétences en infectiologie qui sont plus importantes que nous. Voilà, et donc on fait des diagnostics de maladies infectieuses, ils font des diagnostics de médecine interne, et après, chacun reçoit ses malades en fonction de ses compétences. Voilà, sinon, j'ai rien à rajouter sur toute la richesse de la médecine interne qui vous a été rapportée par tous les collègues, que ce soit en province ou dans des zones un peu plus denses en population, on va dire. Merci beaucoup. J'ai aussi repéré Thomas Anslick, si tu veux dire un mot, Thomas. Et après, il y a Pascal Sève à Lyon. Donc, on va passer la parole à Pascal, je crois, d'abord. Comme ça laissera à Thomas le temps de revenir ou de brancher son micro. Alors, bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites et donc je ne veux pas être redondant. Je dirais simplement deux choses. Je pense on choisit et on exerce la médecine interne à la fois effectivement pour un intérêt humain. On a parlé de la prise en charge globale des patients pour leur pathologie. Il y a également une prise en charge qui peut être psychologique et sociale. Et donc, c'est une spécialité qui est, je dirais, humaine et humaniste. Donc, premier intérêt. Puis également, il y a l'intérêt intellectuel qui est lié à la diversité de l'exercice. Donc, on est une autre définition de l'internisme. Je suis pas sûr qu'il ait été donnée, celle-ci. On peut parler on est des spécialistes de la globalité, avec à la fois la possibilité de prendre en charge un patient ayant plusieurs maladies ou un patient ayant une maladie mais s'exprimant sur différents organes. Donc, c'est pour ça que, comme le disait le professeur Schleinitz, même au bout d'un certain nombre d'années, si c'était à refaire, je le ferais avec détermination et plaisir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Lyon. Donc, c'est une ville où on a la chance d'accueillir 6 internes. Il y a 3 services universitaires, donc ce qui permet une certaine diversité dans la formation, avec des services qui ont développé des domaines d'expertise différents. On a également des structures privées, un ESPIC et puis un certain nombre de centres hospitaliers généraux avec des jeunes équipes. Et je pense que c'est extrêmement intéressant pour les internistes au cours de leur formation d'aller dans ces centres hospitaliers périphériques. Il y a, comme dans les autres centres universitaires, une offre de recherche en termes de master et de thèse, avec des unités de recherche qui sont associées en particulier aux 3 services de médecine interne lyonnais. Et puis également une offre de formation qui est, je pense, assez riche, qui se fait au niveau local, je dirais à Lyon, et on a également une structure de formation qui s'appelle le Collège des internistes du Centre-Est, qui regroupe l'ensemble des universitaires de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, avec 5 séminaires de formation annuels, un séminaire qui a lieu sur 2 journées dans des endroits sympathiques de la région. Je n'oublierai pas également, comme l'ont fait certains collègues, de plaider pour la qualité de vie à Lyon. On n'est pas très loin de la montagne.
à 1 heure et demie de la mer et également à 2 heures de Paris. Donc, vous êtes les bienvenus. À Et on bientôt. ajoute que Pascal Sève est le secrétaire général de la Société de médecine interne, ce qui lui prend un tout petit peu de temps chaque jour. Merci beaucoup, Pascal. Alors, dernier appel pour Thomas Hanslick avant de prendre les questions. Bonjour, bonjour. Alors, moi, je dirige pas de DS de région spécifiquement, donc j'ai pas de conflit d'intérêt donc pour dire que c'est une spécialité merveilleuse et que il y a de quoi effectivement adapter sa pratique et le contenu des compétences qu'on peut acquérir pendant l'internat à ce qui nous plaît le plus et qu'effectivement la richesse à la fois scientifique et humaine de la spécialité et clinique fait que ben, on est bien satisfait de ce choix et qu'on espère que si vous venez dedans, ben, vous serez tout aussi épanoui que semblent l'être tous les collègues ici aujourd'hui. Thomas Hanslick ne se met pas en avant, mais il est chef de service du service de médecine interne d'Ambroise Paré en Île-de-France et c'est aussi le rédacteur en chef de la revue de médecine interne. Où on vous attend comme futur auteur d'articles. Merci. Pardon de ne pas avoir l'écran, de ne pas avoir la vidéo, désolé. Merci beaucoup, Thomas, et un ardent défenseur de la sémiologie aussi. Ben, comme tous les internistes. Voilà, Coordonnateur d'un excellent ouvrage. c'est ça, à ce sujet. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Si par cas on en a oublié qui se cachent derrière des noms pas toujours faciles à identifier sur Zoom, n'hésitez pas à nous le dire et peut-être on peut laisser la parole enfin prendre des questions Oui, maintenant. vous pouvez écrire dans le chat et sinon, n'hésitez pas à prendre la Prendre parole. la parole si vous le souhaitez. Il faut qu'il y ait un ou une première qui se jette à l'eau. Alors, il y a une première question sur les possibilités d'exercice en libéral. Peut-être parce que nous, c'est vrai qu'en province, souvent, il y a pas d'exercice en libéral à proprement parler, mais cet exercice est possible sur Paris. Je ne sais pas si certains veulent compléter mon propos. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on répertorie les internistes, l'exercice hospitalier, que ce soit hospitalo-universitaire ou hospitalier, regroupe à peu près 80% des collègues. Et après, l'exercice dans des structures privées et ou en libéral, c'est à peu près les 20% restants. Et qu'il y a différents types d'exercices. Il y a l'exercice en cabinet, comme le ferait un cardiologue ou un gastro-entérologue. Ça, c'est pas fréquent, mais ça existe. Il y a des collègues qui sont bi-appartenants, praticiens hospitaliers dans un centre hospitalier à mi-temps, et puis avec un cabinet et un exercice en ville. Et puis, il y a des collègues qui sont soit salariés de structures privées, d'hôpitaux ou de cliniques privées, soit éventuellement rémunérés à l'acte, c'est-à-dire là vraiment libéraux, mais au sein de ces structures privées. Et là, donc, il y a différents types de modes d'exercice qui correspondent à différents souhaits. Et il y a des collègues qui se ménagent une semaine off par mois, il y a des collègues qui préfèrent avoir une journée off par semaine, d'autres qui préfèrent travailler dans plusieurs endroits, mais qui travaillent tout le temps. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire de l'Île-de-France, qui est, je pense, l'endroit où il y a le plus d'offres, mais il y a des offres importantes en ville également, hein, en région. Je me permets de compléter, donc notamment dans notre projet de vidéo, il y aura des vidéos dédiées à ce genre d'exercice, que ce soit en libéral, en clinique ou autre. Et on a réussi, même pour le libéral, les cliniques et les ESPIC, à trouver des praticiens qui travaillent dans différentes villes, qui sont quand même en général plutôt des grandes villes. Mais voilà, il y a d'autres possibilités. Je vois également dans les commentaires Limoges
Mais voilà, il y a plein de possibilités et ces vidéos-là vont sortir, je pense, au mois d'août-septembre. On nous demande dans le chat si on a des informations par rapport au fonctionnement d'autres pays, l'Espagne et l'Angleterre. Ça, c'est pour Oriane, ça. Alors oui, il faut savoir que en fait, finalement, la médecine interne, comme nous on la connaît, n'existe pas vraiment dans les autres pays, notamment européens. En fait, ce qui se passe dans ces pays-là, c'est qu'en général, ils ont une base de 3 ans d'internat qui en fait correspond un peu à nous, notre internat de médecine interne. Et après ces 3 ans, ils vont choisir une spécialité, que ce soit cardiologie, hématologie, oncologie ou rhumatologie. Et en fait, ils vont tous avoir cette fonction un petit peu polyvalente, ils vont tous l'utiliser et se surspécialiser par la suite. Donc, finalement, la médecine interne qu'on connaît nous en France avec et la médecine polyvalente qui, entre guillemets, nous est un petit peu réservée au cours du cursus et cette valence maladie rare, on la trouve en France. Mais après, il est possible quand même d'exercer à l'étranger avec un diplôme l'interniste européen, comme ça peut se voir, il y a également des possibilités d'échange pour certains stages, mais c'est vrai que voilà, les cursus sont pas du tout pareils en fonction des pays et au niveau européen, c'est vrai que c'est plutôt un internat en fait basique de médecine interne et ensuite une surspécialisation dans une autre spé. De médecine interne dans une approche maladie fréquente. C'est ce qu'ils appellent la médecine interne générale, hein, comme aux États-Unis, au Canada, dans 17 ou 18 des pays d'Europe, il y a un tronc commun dit de médecine interne générale avant d'aller vers les spécialités. Et donc, c'est 3 ans plus 3 ans ou 2 ans plus 3 ans. Et donc, la France, en fait, est singulière depuis 25 ans quand elle a pris la décision de faire des spécialités médicales différentes d'emblée, hein. Donc, comme le dit Oriane, on a des collègues qui étaient internistes qui sont devenus, par exemple, rhumatologues au Canada ou qui sont devenus internistes au Canada, pour prendre des exemples, mais du coup, leur travail n'est pas du tout le même. Un interniste français devenu rhumatologue au Canada est un spécialiste des vascularites et un interniste français devenu interniste au Canada va s'occuper de la médecine interne générale, le plus souvent en aval d'urgence, mais exclusivement. Alors, on a un certain nombre de questions dans le chat, notamment de savoir si les stages libres sont vraiment libres ou est-ce que ça dépend des endroits. Donc, comme on l'a souvent dit pendant les échanges, les stages libres sont vraiment libres, ce qui permet à chacun de faire vraiment un cursus comme on le souhaite. Ensuite, il y a une autre question, c'est est-ce qu'on finit vraiment beaucoup plus tard que les autres? Peut-être répondre en tant que Allez, vieux jeune ou jeune vieux, vas-y, Kevin, réponds. puis les collègues compléteront. Non, on finit pas plus tard que les autres spécialités. Alors oui, des spécialités qui finissent plus tôt que d'autres, à la limite, ça arrive. Mais globalement, et sur l'enquête réalisée par l'ISNI, on est dans la moyenne d'heures des spécialités médicales, ni plus ni moins. Ce qui est certain, c'est que plus on avance dans l'internat, plus on a l'habitude et plus on va vite et plus on finit tôt. Ça, c'est normal. Et c'est pareil pour toutes les spécialités. Donc, c'est pas une spécialité plus chronophage que les autres. Et j'en veux pour preuve que j'ai travaillé aujourd'hui à 1 heure de chez moi et que je suis dans mon appartement à faire ce webinaire. Donc, c'est que j'ai fini relativement tôt. C'est vrai, tu as raison, il y a aussi l'expérience qui joue sur le temps où on finit, parce que quand on est premier semestre, et ça je crois que c'est toutes les spécialités confondues, on finit tard, quoi. C'est sûr, parce qu'on met plus de temps et parce que voilà, il faut apprendre tout un tas de choses qu'on n'a pas appris pendant le deuxième cycle. Et c'est normal que voilà, ça prenne un peu de temps quand même au début. Et puis on a un métier où plus on voit de choses, plus on acquiert d'expérience. Donc c'est vrai que initialement, on a besoin aussi pour acquérir beaucoup de choses de rester un peu. Il y a Arthur qui pose une question sur la médecine interne et les maladies infectieuses et tropicales, et est-ce qu'on peut toujours être interniste infectiologue? La réponse est en théorie non.
hein, c'est-à-dire que c'est deux spécialités différentes avec des compétences acquises différentes au cours de l'internat. Et avec la possibilité, si on est dans un service de médecine interne qui fait beaucoup de maladies infectieuses, de revendiquer ultérieurement la compétence d'infectiologie en faisant par exemple un deuxième DES ou une validation des acquis. Mais en fait, euh, un certain nombre d'entre nous vont pratiquer en complémentaire de ce qui existe dans leur hôpital. Et je m'explique, il y a des internistes qui deviennent un peu hématologues, des internistes qui deviennent un peu endocrinologues, et il y en a qui vont exercer une activité assez importante en maladies infectieuses parce qu'ils s'adaptent à ce qui manque dans leur hôpital. Mais pour répondre à ta question, on ne peut pas avoir deux spécialités aujourd'hui. Il y a un seul diplôme, c'est le DES, et on peut en avoir qu'un. Est-ce que je peux compléter un petit peu, Mais Luc? bien sûr. Bon, Luc a tout à fait raison, on peut pas avoir de DES aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans une salle de médecine interne, vous aurez beaucoup de patients qui viennent pour une pathologie infectieuse. Alors, ça sera pas l'infectiologie rare, quoique on diagnostique quand même régulièrement et on est habitué à ça. Mais on a beaucoup de patients qui ont des maladies infectieuses, qui ont fait beaucoup de post-urgence. Et il y a quand même beaucoup d'internistes qui font des DU d'antibiothérapie, qui prennent des postes de chef de clinique en infectiologie et qui donc, même s'ils ne sont pas infectiologues, ont des capacités, des connaissances en infectiologie qui leur permettent de traiter une bonne partie des malades qui relèvent de l'infectiologie. C'est comme deux spécialités qui sont relativement proches, avec un co-DES au début et des cours en commun au début. Et je pense qu'un bon interniste, c'est un interniste qui est un infectiologue correct. Donc on peut avoir cette activité d'infectiologie, et pas autant poussée qu'en infectio, bien sûr. Mais moi, je suis un peu là dans mon rôle, Kevin. C'est que nos collègues sont là en train de se demander quelle spécialité ils vont faire. Donc nous, on va leur dire que la nôtre est la plus belle des spécialités et que c'est vraiment celle où ils vont s'épanouir le plus. Mais de la même manière, quand on est hématologue, il y a beaucoup de pathologies infectieuses et quand on fait de la transplantation rénale aussi. Mais pour autant, voilà, si on veut un exercice exclusif en maladie infectieuse, c'est plus compliqué. Mais Kevin a raison, on fait de l'infectieux tous les jours, hein. Moi, j'aurais aimé compléter, si je peux prendre la parole. Je suis Hortense Chassereau, donc en vice-présidente à l'AJ aussi, et j'ai fini mon internat il y a 2 mois. Actuellement, je travaille donc à Saint-Louis temporairement. Et je voulais revenir par rapport aux heures de travail. C'est que je pense que quand vous passez en stage pendant l'externat, vous passez beaucoup en service d'hospitalisation. Et là, effectivement, ça peut être une quantité de travail, surtout au début, qui est plus importante. Mais la médecine interne, c'est pas que ça. Il y a aussi des services d'hôpital de jour où les patients viennent juste pour la journée, le soir, ou bien hôpital de semaine, il reste quelques jours. Et puis la partie de consultation. Et donc l'internat, bon, c'est bien de le visualiser. Et puis on a un internat qui est très beau, mais il faut que vous visualisiez aussi plus tard et après. Et aujourd'hui, il y a les médecins seniors, on travaille en hospitalisation, mais aussi en hôpital de jour et en consultation. Donc, c'est des organisations différentes et donc avec des charges de travail un peu différentes. Et je voulais apporter aussi par rapport au stage et à la liberté, juste, moi, j'aimais beaucoup l'anatomie pathologique et j'avais un travail pour ma thèse de relecture de biopsie musculaire, par exemple. Et donc, j'avais très envie d'aller me former d'aller regarder cette spécialité. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire pendant 6 mois. Donc, oui, je pense que c'est vraiment un des internats les plus libres où vous pourrez passer. J'ai aussi des exemples de gens qui sont passés en IPO, beaucoup de spécialités médicales, mais quelques en radiologie aussi. Donc, voilà, c'est sur les 10 semestres. Certains sont obligatoires, mais pour le reste, euh, normalement, il y a vraiment une liberté qui est respectée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup. Une autre question qui est à quel moment se fait l'orientation professionnelle entre l'immunologie clinique, le post-urgence, la médecine polyvalente? Moi, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas un moment particulier, mais c'est plutôt en fonction de la maquette, en fonction de la ville et de l'hôpital dans lequel on exerce, où le partage entre ces différentes valences va être
variable. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que vous avez souvent une appétence initiale vous-même, et puis après, c'est surtout des rencontres. Je crois que la médecine interne, comme beaucoup d'autres spécialités, mais comme vous allez passer d'une spécialité dans l'autre, et vous allez rencontrer des gens qui vont vous marquer. Et si vous rencontrez quelqu'un qui, voilà, qui fait la visite en aval d'urgence et qui arrive à vous faire sortir de la sémiologie avec une grande diversité, à vous montrer les richesses de l'interrogatoire, et puis que vous avez voilà, le sens de l'autre, ben, vous allez craquer pour cette partie-là. Et puis si vous passez dans un service d'immunologie clinique où il y a quelqu'un voilà, qui vous explique la physiopathologie avec là encore une certaine diversité et une passion, donc tout ça, je pense, c'est des rencontres et puis vos skills, vos attirances personnelles qui vont jouer un rôle important aussi, hein. Puis après, il y a les opportunités. Quelquefois, on dit, bah là, j'ai un poste pour toi, et il y a des fois, ça ne se refuse pas. Et puis, en fait, ça influence un peu notre pratique ultérieure. Une autre question sur les débouchés. Est-ce qu'il y a assez de postes de PH pour tout le monde et de postes de chef de clinique ou d'assistant? Qui c'est qui veut se lancer? Pascal, tu veux répondre à cette question? Oui, je vais essayer d'y répondre. En tout cas, au niveau de ce que je connais, hein, ce que je vis, c'est-à-dire au niveau de la région lyonnaise, il y a des demandes très régulières, en tout cas de praticiens hospitaliers, dans beaucoup d'hôpitaux donc périphériques. Et il y a plusieurs hôpitaux périphériques avec des bassins de population qui sont intéressants en termes d'exercice, avec des hôpitaux qui fonctionnent bien, qui sont attractifs, qui n'ont qui demandent des jeunes assistants pour devenir praticiens hospitaliers dans leur structure. Donc je pense qu'il existe, comme dans beaucoup de spécialités médicales, une demande très importante pour nos futurs médecins. Oui, je crois que Bon, tout le monde ne pourra Pour, pas exercer en CHU, mais que globalement, il y a de la place pour tout le ouais, et monde dans les... tous les postes de PH ne sont pas pris et tous les postes d'assistants ne sont pas pris. pour compléter avec la médicale jeune interniste, on relaie tous les mois plusieurs annonces de postes pour des postes de CCA, d'assistants, de PH et partout en France, métropolitaine, dans les dom-toms, parfois même dans les zones un peu plus sympas, climatiques. Il y a une question sur Master 1, Master 2. Comme je l'ai dit, le Master 2 n'est pas obligatoire, le Master 1 non plus. Simplement, dans certaines universités françaises, le Master 2 est exigé pour être chef de clinique. C'est par exemple une tendance sur l'université Paris-Cité, où c'est pas encore officiel, mais on commence à regarder vraiment le dossier de quelqu'un qui n'aurait pas de Master 2. Mais à l'exception voilà, de quelques universités, en tout cas, la médecine interne elle-même n'exige ni Master 1 ni Master 2. Une autre question qui est, qu'est-ce qu'on dirait à un étudiant qui hésite entre la médecine interne et la médecine générale? Est-ce que Michael ou Nicolas voulaient répondre? Oh, Euh, ouais, non, vas-y, vas-y. je pense que c'est. Alors, je connais pas la médecine générale, mais je pense que c'est certainement un métier passionnant également, qui prend les charges des patients dans la globalité. Ce qu'on aura moins, et je pense que ça dépend vraiment enfin des aspirations ou de ce que les uns ou les autres souhaitent faire en médecine. Il y a un aspect médecine préventive qui est beaucoup plus développé. Il y aura un aspect pathologie, je dirais, rare ou pathologie plus grave, parce qu'en hospitalisation et même polyvalente, qu'on va pratiquer en médecine interne et qu'on pratiquera pas en médecine générale. Donc, c'est deux aspects de médecine, on va dire, polyvalente. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais à des niveaux de sévérité ou à des niveaux de pathologie très, très, très différents. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez comme expérience ou de ce que vous souhaitez.
Moi, je veux bien intervenir parce que j'y ai pensé avant de choisir la médecine interne. Ce qui m'a fait vraiment pencher pour la médecine interne. Je suis passée en cabinet en tant qu'externe, donc j'ai bien vu. Je suis passée en plus avec un généraliste qui était vraiment extraordinaire, donc je sais que j'ai eu une bonne image de la médecine générale. Ce qui m'a fait pencher pour la médecine interne, c'est le fait de travailler à l'hôpital. Moi, j'avais vraiment envie de travailler à l'hôpital et de pouvoir travailler en équipe, ce qui est de plus en plus possible en médecine générale, mais de manière quand même différente. Et quand on exerce à l'hôpital avec la médecine interne, on a tout le temps possibilité d'être avec d'autres spécialités, entre internistes, de faire des RCP, de discuter entre nous. On a aussi la possibilité de faire comme la médecine générale, c'est-à-dire suivre des patients au long cours, parce que les patients qui ont des maladies auto-immunes, on peut les suivre et donc pas devenir le généraliste, mais quand même quand on voit un patient tous les 6 mois ou tous les ans sur 20 ans, c'est un lien qui ressemble à ce qu'on arrive à créer quand on est médecin généraliste. Et donc, je pense que ça, c'est les deux choses qui m'ont fait un petit peu pencher. Après, ce que je conseille, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont hésité entre les deux et qui ont choisi la médecine générale. Donc, je pense qu'il faut contacter les deux pour avoir les deux points de vue. Oui, Et moi, si je peux me permettre de rajouter, parce que j'ai aussi également hésité avec la médecine générale, il y a justement des rencontres qui changent la vie. Et moi, j'ai hésité également avec urgence et j'en ai discuté longuement avec un de mes chefs aux urgences qui m'a fait le plus important, c'est de ne pas faire de choix par défaut, ni par dépit. Et en fait, en réfléchissant beaucoup, je me suis rendu compte que si je choisissais médecine générale, en fait, c'était finalement parce que j'étais pas sûre d'avoir médecine interne et que je voulais travailler à l'hôpital et que la médecine générale me permettait de garder un pied dans l'hôpital. Et en fait, c'était totalement un choix par dépit, par défaut, parce que la balance première de la médecine générale, c'est de travailler en cabinet, en ville. Et certes, on peut travailler à l'hôpital, mais on n'a pas la formation pour travailler à l'hôpital dans des services de médecine polyvalente. Alors évidemment, avec de l'expérience, on peut l'acquérir, mais pour moi, qui voulais travailler en hôpital et en service de médecine polyvalente et de médecine interne, je me suis rendu compte que la qualité de la formation serait bien meilleure avec de la médecine interne et que également la médecine interne offrait finalement une diversité d'exercices par la suite que je ne connaissais pas quand j'étais passée en tant qu'externe en hospitalisation. Notamment, je ne savais pas qu'il y avait une activité d'équipe mobile et d'avis, de consultation comme l'a dit Chloé, et ça a fait pencher mon choix en la faveur en me demandant vraiment quel était finalement le type d'exercice que je voulais faire. oui, oui, si je peux juste compléter, moi aussi j'ai longuement hésité entre les deux là. Je suis un peu plus vieux que mes collègues, mais voilà, j'ai aussi choisi pour le côté plateau technique, le fait de pouvoir avoir vraiment des collaborations peut-être plus faciles en termes de temps et de disponibilité, de proximité avec les collègues des autres spé, quoi. Aussi sur la durée de formation qui à l'époque me paraissait moins un poil courte, hein. Effectivement, la Medg pour essayer, c'était 3 ans et demi. Ça me paraissait un poil court pour brasser un peu tout ça. Donc c'est pour toutes ces raisons et puis aussi voilà pour le côté travailler à l'hôpital, c'est quand même différent hein, ce type d'activité. Donc on se rejoint sur la façon de prendre en charge de façon globale et holistique le patient. Donc ça, il y a pas de souci. Mais voilà, le plateau technique, la diversité, la formation probablement plus longue, plus longue et ce côté collaboratif avec les spécialités, moi, qui m'a fait choisir cela, ouais. Après, la maquette de médecine G reste très large avec de grandes possibilités en post-internat, hein. Ils peuvent très bien effectivement travailler aussi à l'hôpital en tant que vacataire, en tant que praticien attaché sur des temps partiels. Mais effectivement, la formation n'est pas la même. Voilà. Il y a la FST, une médecine hospitalière polyvalente, pour ceux qui, en cours de route, s'aperçoivent que l'exercice libéral ambulatoire n'est pas ce qu'ils apprécient le plus. Euh, Peut-être, Odile, il y a une dernière question dans le chat à laquelle on n'a pas répondu, qui concerne les thérapies que seules quelques spécialités dont les internistes peuvent prescrire. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut en parler. Puis il y aura peut-être aussi après à aborder les DU, questions posées par eux à tout le monde. Du coup, je réponds à la première, comme ça vous vous échauffez pour la deuxième. Euh, Quand on est dans un pays où, en fait, quand une autorisation de mise sur le marché est donnée, il y a des
commission qui juge finalement en transparence de l'intérêt de la molécule et des spécialités qui sont amenées à pouvoir prescrire la molécule. Et les internistes, on va dire autrefois, étaient souvent exclus d'un certain nombre de molécules. Aujourd'hui, par exemple, ils sont exclus de la prescription de la chimiothérapie à proprement parler. Ils ne sont pas oncologues. Mais par contre, on est beaucoup intéressé par finalement la prescription d'immunothérapie et notamment de biologiques, d'anticorps monoclonaux, de petites molécules. Et de plus en plus, voilà, les internistes, comme les rhumatologues, comme dans certaines maladies, les gastro-entérologues, euh, finalement prescrivent beaucoup de traitements biologiques et sont habilités à prescrire de nombreux traitements biologiques, voire même des traitements, par exemple, antifibrosants pour le poumon ou des molécules comme ça. Donc il y a maintenant une très grande diversité. Par contre, il y a très peu de molécules que seuls les internistes sont aptes à prescrire. En général, c'est en lien avec d'autres spécialités. Est-ce que quelqu'un veut répondre pour les DU? Odile, peut-être? Alors, il y avait aussi pour les examens complémentaires, est-ce qu'on a des examens complémentaires favoris? Alors là, je dirais qu'il y a très certainement quelque chose à voir avec les prescriptions d'auto-anticorps et voilà, qui sont assez habituellement prescrits par les internistes, mais pas que. Pour répondre à cette partie examen complémentaire. Pour les DU, c'est vrai qu'on a un nombre important de DU qui peuvent permettre soit de compléter une pratique, d'approfondir dans certains domaines, ou de diversifier notre point de vue. Donc, alors là, j'en ai plus pas qui me viennent en tête, mais il y en a autour de l'antibiothérapie, il y en a autour... aidez-moi les autres. Bon, bah, L'échographie. La liste, l'échographie, oui, ça cher à Kevin, c'est sûr. Maladie systémique, Oui. dermatologie, neurologie, Neuro et médecine polyarthrite. interne, Néphrologie, pneumologie. hématologie et médecine interne. Dermato aussi. Ouais, il y a de très nombreuses Mais possibilités. Ce qui est important de dire aux internes, c'est qu'ils ont une appétence particulière pour les DU qui ne cochent aucune case dans la maquette et qui correspondent à de la formation continue. Et donc, attention, ça remplacera jamais un Master 2, même un Master 1, et ça ne vous donnera pas forcément des compétences pratiques puisqu'il n'y a pas de partie stage. Donc, c'est extrêmement intéressant les DU, mais attention à ne pas les collectionner comme des objets rares. Voilà, on peut en faire si on veut, mais il ne faut pas trop faire du collectionnisme de DU, quoi. si je peux me permettre, Luc, donc Lucille Grange, je Oui, suis chef de clinique à Lucille. Saint-Étienne. Bonjour. Oui, pour les DU, juste fait, ouais, voilà, pour rejoindre un peu ce que disait Luc Mouton, c'est vrai qu'en fait, on nous encourage à les faire, mais déjà, ça peut revenir assez cher. Alors, il y en a beaucoup qui sont en visio ou avec des polycopiés, etc. Il y a quand même des cours maintenant qui sont très bien faits de médecine interne avec des VE binaires, la FAI2R aussi qui fait des vidéos. Et surtout, c'est pas, enfin, ça fait toujours une ligne et c'est intéressant une ligne sur un CV, mais faut pas se noyer non plus dedans. Et je pense que la formation qui est à côté est déjà assez dense. Voilà, c'est un peu. Moi, j'en ai fait. Hein, je pense que le DU de polyarthrite, il y en a beaucoup qui le font, qui est le DU du CRI, qui est quand même bien parce que ça reprend un peu toutes les maladies auto-immunes. Après, tout ce qui est dermato, pneumo, moi j'ai fait celui de pneumo, c'est très bien pour ceux qui veulent aller dans les centres spécialisés de pneumo médecine interne. Après, ça reste un peu de l'hyper spécialité. Voilà, c'est un peu mon avis. Et donc, avec Odile, on a écrit un article et les collègues qui avaient participé, les enseignants de médecine interne, dans lequel vous aurez la liste, elle va apparaître dans la revue de médecine interne, la liste des DU qui sont coordonnés par des internistes en France. Hein. Est-ce que je peux rajouter un petit mot sur les examens complémentaires? Oui, oui, tout à fait. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, l'intérêt de la spécialité, c'est que si vous aimez les gestes, eh ben on fait quand même pas mal de gestes en médecine interne. Alors, on n'est pas réanimateur, attention, hein, mais on fait quand même pas mal de gestes, des gestes très variés, ponction lombaire, biopsie glande salivaire, biopsie ostéomodulaire, myélogramme, ponction d'acide, ponction pleurale. Il y a même des centres qui font les biopsies intertemporales, des centres qui font les biopsies musculaires.
Et donc, vous pouvez vous former à quand même pas mal de petits gestes et au quotidien, bah, c'est toujours assez sympa d'aller faire un geste, ça change un petit peu et ça rend service aux patients. Voilà. Et dans les endroits où on s'intéresse aux maladies des petits vaisseaux, eh ben, on fait la capillaroscopie. Et ça, un examen complémentaire. C'est utile parce que c'est un tiroir à très peu de diagnostics et dans un phénomène de rénaux suspect, ça peut aider. Voilà. C'est vrai. On avait oublié les gestes, c'est vrai. On en fait beaucoup quand même. Et pour les gestes, je compléterai en disant que pour ceux qui aiment bien former les externes, c'est pas mal pour leur apprendre des choses quand on a des maladies très compliquées et qu'on a un petit peu de mal à leur expliquer. On peut leur apprendre à faire une BGSA à la place. Et comme ça, ils apportent des gâteaux et on est content. Et moi, je voulais rajouter notamment en parlant des externes, si vous aimez bien justement enseigner ou autre, c'est vraiment une spécialité où il y a vraiment beaucoup d'externes et beaucoup de choses à enseigner et à apprendre. Et voilà, même quand on est encore interne ou autre, on peut s'intéresser très vite, on peut expliquer vraiment beaucoup de choses aux externes, c'est très gratifiant. Il y a une question sur le choix des services et est-ce qu'on doit s'orienter d'emblée vers un service plus orienté, médecine polyvalente ou autre? Est-ce qu'on peut changer en cours de carrière? Il n'y a jamais rien de définitif, hein. En plus, vous verrez, vous allez évoluer au cours de votre carrière, mais je crois que vraiment, c'est des rencontres, puis vous avez des opportunités. Quelquefois, vous avez un service, vous avez très envie d'y passer, vous y passez, et ça va orienter la suite. Et puis après, d'autres rencontres vont vous amener à avoir une pratique différente. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues. La médecine interne, c'est la seule spécialité où vous pouvez être presque sûr d'aller en neurologie parce qu'il y a un service de neurologie qui vous intéresse énormément. Le service de neurologie va être pris juste devant vous et vous allez vous retrouver en hématologie ou en réanimation parce que vous aviez aussi prévu ça et vous serez très content aussi. Et il n'y a aucune autre spécialité où vous pouvez faire ça. Oui, juste pour compléter sur les services. Alors, il y a des services dans les grandes villes qui sont très spécialisés médecine interne, mais en pratique, moi je viens de Saint-Étienne. Dans le service, on a à la fois de la médecine polyvalente et de l'immunologie clinique. Et donc, en fait, on fait un peu les deux en pratique. Alors, il y a des médecins qui sont plus orientés médecine po, d'autres plus médecine interne. Mais globalement, ça va beaucoup dépendre du service dans lequel vous allez, dans le CHU dans lequel vous allez, dans les CH dans lesquels vous allez, etc. Il reste un peu plus de 5 minutes, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions brûlantes. Moi, Nicolas Schlenitz, j'en profite juste pour un petit élément supplémentaire aussi, alors qui n'est pas dans les gestes médicaux, dans notre expertise, mais c'est pour dire que la médecine interne aussi est très impliquée dans la thématique sur le développement durable. Je pense que c'est un point important. Alors, les jeunes participent beaucoup. Ça a été une thématique à un congrès. Et il y a un groupe d'internistes qui est impliqué là-dedans. Donc, c'est une autre dimension, euh, euh, mais c'est aussi une dimension importante et une responsabilité pour nous, médecins. Et les internistes sont clairement engagés là-dedans, dans cette réflexion et cette démarche. Donc il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé, donc je me permets juste de faire le point, c'est que ça a été évoqué à un moment, mais l'Amicale des jeunes internistes est une association assez festive qui organise un certain nombre d'événements et que globalement, les internistes sont quand même assez festifs, hein. Et donc le dîner de gala, les soirées après la conférence inaugurale, il y a du monde et de l'ambiance, hein. Et là, on vient de mettre en place une démarche avec la Société de médecine interne de la CNFMI. Et on a eu la première session de la CNFMI lors du dîner de gala du congrès de Toulouse avec Odile et avec les autres collègues
toulousain qui avait fait un gros travail, une très belle organisation, et on voit des jeunes talents. Et là, les internes toulousains ont fait un pack très serré et ont fait une prestation remarquable. Donc, ça veut dire qu'on sait aussi s'amuser quand on fait de la médecine interne. Et c'est vrai que c'est important dans notre quotidien. Je me permets juste, je pense pas qu'on ait forcément parlé des différents postes dans lesquels les internistes peuvent également jouer des rôles à l'hôpital. Je pense notamment à tout ce qui est CLIN, relations médecin-malade au sein de l'hôpital, etc. Ce qui peut être aussi des choses intéressantes auxquelles on a facilement accès justement de cette valence polyvalente avec prise de recul. Mais c'est tout à fait vrai. Et la spécialité en lien avec de nombreuses autres spécialités amène un certain nombre d'entre nous à prendre après des postes de responsabilité à l'hôpital ou dans l'enseignement, hein, à diriger des commissions à la faculté, au sein de l'UFR ou au sein de l'hôpital. Et donc tu as raison, Oriane, c'est une espèce de ficelle, de corde qu'a l'interniste à son arc, hein. Alors, il y a deux autres questions. Une qui est en complément par rapport à la capillaroscopie dont on a parlé tout à l'heure, savoir dans quel service on peut se perfectionner en capillaroscopie. C'est des services de médecine vasculaire ou des services de médecine interne spécialisés dans la prise en charge des pathologies microvasculaires. Donc, souvent, les services qui prennent en charge les patients sclérodermiques font de la capillaroscopie, même le plus souvent. Et donc, il y a de très nombreux services en France qui font de la capillaroscopie et dans lesquels vous pouvez apprendre la capillaroscopie. Voilà, je ne veux pas faire de publicité, mais beaucoup de services. Et pas seulement des services de médecine interne, hein, certains services de dermatologie, certains services de rhumatologie et avant tout les services de médecine vasculaire. Alors, je pense Et que il y c'est... a un, Ah, pardon. Vas-y, Kevin. je disais, il y a un DU de capillaroscopie pour se former. Donc, il y a une dernière question autour des gardes, et c'est vrai que concernant les gardes, c'est très variable suivant les villes. Habituellement, enfin, les internes de spécialité prennent des gardes aux urgences, donc je pense que ça, c'est à peu près la règle partout. Et suivant les services et les hôpitaux, il peut y avoir aussi des gardes de spécialité auxquels participent les internes de médecine interne quand ils sont dans les stages correspondants. Donc, c'est vraiment très variable. Donc, on arrive à la fin de notre réunion. Il reste à peu près une minute. En tout cas, merci beaucoup pour tous les échanges. On espère que vous, tous ceux qui étaient là, seront des futurs internistes et qu'on vous retrouvera dans nos services. Voilà, en tout cas, on tient à vous remercier parce que vous avez participé nombreux. Bien sûr, tous nos échanges ont été enregistrés et nos amis de l'Amicale des jeunes internistes vont s'empresser, dès que je leur aurai transmis l'enregistrement, de le mettre sur leur site et de vous faire des informations pour vous permettre de consulter et de transmettre le lien pour consulter ces enregistrements. On vous souhaite de bien profiter de l'été, de bien profiter de vos vacances, hein, et surtout, début septembre, de faire le bon choix, hein. Et bel été à tous. Au revoir à tous, merci. Au revoir. Au revoir, Et à bientôt.